tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma 3e émission. Bienvenue chez Madame Berda. Et je suis accompagnée d'une équipe de chroniqueurs cette semaine exceptionnelle. Attention, c'est du très lourd. On a Madame, Mademoiselle, ça dépend les heures. Émilie Nafnaf. Bonjour. Ça va, Émilie? Bah oui, très bien. Et toi, Magali? T'as l'air très timide là. Je suis toujours la première fois. C'est une mythomane. Anthony Ruiz, bienvenue. Anthony, plaisir, merci star de beaucoup C8. Oui, feu star, hein. Comment? Ancienne star du coup. Non, nouvelle star. Ouais, nouvelle star, exactement. Non, star de C8, Énergie Ouais, 12, C8. Ça fait combien de temps que tu fais de la télé? 13 ans. 13 ans. Ouais, Quelle 13 ans, star. déjà. Qu'est-ce que je t'aime. Je suis content d'être chez toi. Moi aussi. Un chroniqueur rempli de bienveillance, ce que j'aime. Ayam Carla Mzalag, une star des réseaux sociaux, une star montante des réseaux sociaux, C'est gentil. une petite pépite. Voilà. Ça va. Et toi? Très bien. Je suis ravie de te voir. Tes ongles, ils sont magnifiques. Merci. Et on t'a mis le cerveau à côté de toi. On a voulu faire un petit peu de contraste. Non, J'ai aussi des très beaux Maxime ongles. Guény. Bonjour à tous. 3e émission. 3 fois plus de surprises, de folie et d'informations. Alors, on tient à dire quand même que l'émission sur YouTube est un flop, mais qu'elle n'était pas vouée à YouTube. Elle est vraiment vouée à TikTok et à Snapchat. Et ça fait un carton. Des millions sur de vues. TikTok, Snapchat, on est bien là. On est très contents. Voilà, on remercie vraiment tout le monde de nous suivre sur ces petites pastilles sur TikTok et sur Snapchat Show. On commence. Alors, dans la première partie d'émission, on va parler de l'actualité du web. Comme d'habitude, on va jouer avec cette actualité. On va parler du cyberharcèlement de Danse avec les stars. Effectivement, il y a des sujets de cyberharcèlement dans l'émission cette année. Je crois que chaque année un peu quand même. Hein. Et dans la seconde partie de l'émission, alors, on va revenir sur les problèmes judiciaires de Madame Berda cette semaine. Mais bon, vous vous rendez compte qu'on est obligé de faire une chronique quand même dans ma propre émission pour parler des problèmes judiciaires. Ça fait peur. C'est mon actualité toutes les semaines depuis quelques années maintenant. En fin d'émission, dans le dossier de la semaine, on va parler de « Ne touche pas à mon poste ». Est-ce que Cyril Hanouna a révolutionné la télé sur Internet? On va en parler. Bref, vous l'aurez compris, on vous a préparé une très jolie émission cette semaine et on la démarre tout de suite. On commence, les amis, avec le jeu de l'actu. On va jouer ensemble. Alors, les amis, on va vous mettre une phrase. Il manque un mot. À vous de trouver le mot pour que la phrase soit vraie. Et après, on commente et ça sera l'actualité à chaque fois. Une actualité, une phrase égale une actualité du web et on pourra les commenter juste après. Alors, la première phrase que je vais vous proposer, elle est de Chantal Latsou sur Inès Reg. C'est une... 3 petits points. Alors, c'est une quoi, Inès Reg, selon Chantal Latsou? C'est une petite. Bah, en lien avec la polémique qu'il y a eu sur Danse avec les stars. Mais Maxime, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je ne fais que de la neutralité, c'est les faits, absolument les faits. Et ça, c'était Natacha Saint-Pierre. Oui, absolument. Peut-être qu'elle reprend les mêmes termes, histoire de faire un clin d'œil. Non, elle est plus classe quand même, Chantal là-dessous. Je crois qu'elle a dit c'est une clasheuse ou une bagarreuse, quelque chose comme ça. Anthony nous a donné la bonne réponse. C'est une bagarreuse. Oh. Elle a dit. C'est très classe. C'est très classe, oui. Voilà. On a la vidéo, c'était sur Le Buzz TV avec Damien Canivez. On regarde tout de suite, qu'on adore, bien évidemment. On regarde tout de suite. Cette semaine sur Europe 1, vous avez dit qu'Inès Reg, l'ambiance était beaucoup plus cool maintenant parce qu'elle était très conflictuelle. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Elle vous utilisez comme punching ball, c'est ça? Non, pas du tout. Non, franchement, j'ai dit ça très conflictuel, c'est-à-dire qu'elle aime bien le conflit. C'est une bagarreuse, c'est une battante et je pense que c'est son ADN en fait. Elle cherche, elle veut exister comme ça. Mais moi, elle m'a pas. Non, ça s'est bien passé, franchement. Ça s'est bien passé, d'accord. Entre nous, ça s'est bien passé. Mais sinon, franchement, il n'y a pas eu d'heure avec Inès. Ah ouais. Vous voyez? Et je trouve qu'elle l'ouvre trop. Elle l'a trop ouvert dans Danse avec les stars. C'est ça. Elle était conflictuelle. Puis il faut arrêter les conflits à un moment donné. Alors pour vous, Inès Reg, est-ce que c'est une méchante fille ou est-ce que c'est juste une fille très cash? Moi, je pense pas que c'est une méchante fille, c'est juste quelqu'un qui débarque dans ce milieu. Elle a été propulsée très très vite et je trouve Chantal là-dessous très très classe quand même, parce qu'elle est dans ce milieu depuis très longtemps et elle explique quand même, parce que la rumeur était sortie, qu'elle s'était un peu disputée pendant le tournage de Mazinger. Je pense simplement que voilà, l'histoire est sortie, Chantal là-dessous essaye un peu de se justifier, elle reste quand même classe parce qu'on voit qu'elle la charge pas du tout, mais je dis pas qu'Inès Reg est méchante, loin de là, mais peut-être mal entourée dans son entourage professionnel, à mon sens. Faut lire entre les lignes. Elle dit Inès Reg aime le conflit et à la fin de l'interview elle dit faut arrêter avec les choses conflictuelles. Ça prouve donc qu'il y a eu
petit conflit sur Mazinger. Rappelons que Inès Reg est persona non grata chez TF1 depuis qu'elle a dit « Je ne suis pas un produit TF1 ». La chaîne l'a bien compris et en plus son interview après sa sortie de Danse avec les stars dans Quotidien a mis un terme à la collaboration puisqu'il y avait un projet de fiction Mais qu'elle a planté, elle a planté le collaboration. tournage, Oui. si elle répondait plus au téléphone de la prod, etc. Tout compris. Oui, un petit souci. Donc c'est Elle a, planté, problématique. elle a planté quoi? Une fiction qui lui était destinée où elle avait le rôle principal. Sur TF1. Sur TF1. Et le projet n'existe plus. D'accord. Ouais. Et donc depuis, pour toi, elle est blacklistée chez Mais non, TF1. regarde, elle n'a pas été réinvitée Nulle dans part. aucune émission de TF1 depuis. Et puis. Et remplacé sur Mazinger par Elodie Pou. Exactement. Et alors, est-ce qu'on peut pas dire que Danse avec les stars, dans son cas à elle, ça lui a desservi? Parce que normalement, Danse avec les stars, ça propulse. Enfin, c'est vrai, ça fait de l'actu, c'est joli, etc. Est-ce que là, on n'a pas l'impression qu'au contraire, ils l'ont Oui, rabaissé, ils quoi. l'ont rabaissé. Danse avec les stars, c'est l'émission populaire de référence, familiale, ça touche les enfants, la famille. Là, effectivement, ça va à contresens de toutes les belles valeurs d'efforts, de prestations, d'artistique. Elle dansait très bien, hein. Mais ça n'allait pas dans les bonnes valeurs. Ouais, mais à contrario, attention, sa tournée cartonne aussi. Elle se sert un petit peu de ça et les gens sont quand même contents d'aller la voir en spectacle. Et d'ailleurs, elle se sert de sa dispute avec Natacha Saint-Pierre dans son spectacle et ça cartonne pour le coup. Mais est-ce qu'on peut pas justement lui rendre cette qualité de dire qu'elle s'en fout de ce que les gens pensent et qu'elle est comme elle est, qu'elle reste comme elle est, qu'elle a du caractère, mais c'est bien une femme qui s'affirme et qui revendique ses positions. Enfin, je veux dire, elle s'en C'est fout une de... battante, elle a dit aussi, c'est une battante. Elle a pas dit c'est juste une bagarreuse, elle a dit aussi c'est une battante. Donc Oui. en fait, c'était pas si négatif que ça, en fait, ce qu'elle a dit sur Inès. Carla? Sa phrase. Mais pourquoi vous pensez que ça la rabaisse, le fait d'avoir fait d'être à la Danse avec les stars? Parce que ce que dit Maxime, c'est que ça la boycotterait, entre guillemets. Aujourd'hui, elle est persona non grata chez TF1. On la voit quand même Et beaucoup pas que moins chez qu'avant. TF1, pas que chez TF1. Lorsque vous voyez l'après-danse avec les stars entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, elle a fait l'annonce à l'Eurovision des points, elle était invitée dans Fort Boyard, dans plein d'autres Enfin, émissions. pardon, elle a quand même une carrière avant de Danser avec les stars, Natacha Saint-Pierre. Il faut Bien quand sûr, même mais pas ça a été l'oublier. il y a eu un petit effet booster quand même suite à cela. Je pense que le grand public, l'audiovisuel, les gens de la télé ont fait leur choix entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et très clairement, c'est cette dernière qui remporte la chose. Parce que les gens de la télé aiment le politiquement correct. Aussi, oui. Alors que Inès Reg, aujourd'hui, c'est une fille qui est née sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas voulu forcément se battre pour être sur la plus grande chaîne de France, sur TF1. Elle était naturelle, elle a fait son buzz sur les réseaux sociaux, elle l'a fait d'une manière hyper naturelle, hyper sincère. Donc aujourd'hui, peut-être qu'elle s'en fout complètement des chaînes de télé. Elle a son talent, elle existe pour ce qu'elle est, et ça marche plutôt bien, parce que comme nous disait Anto, c'est que ça cartonne apparemment. Ah, mais ça marche extrêmement bien, bien sûr. Donc, Après, encore une fois, je pense qu'elle a été propulsée là-dedans extrêmement rapidement. Ouais. Et c'est compliqué aussi quand tu arrives dans ce milieu. Et puis d'un coup, TF1, Danse avec les stars, des millions de gens tous les vendredis. Enfin, elle est très sympa. Moi, dans la vie, je me rappelle, on avait parlé d'elle dans mon émission sur Willam Mehdi. Elle m'avait invité à son spectacle. Elle est quand même très très gentille. Mais je pense qu'à un moment donné, oui, il y a tout ça monte peut-être un peu à la tête. Et tu fais peut-être des trucs qu'elle regrettera sûrement plus tard, dans quelques années, entre guillemets. Mais je pense qu'on est tous passés par là. En tout cas, quand tu es très exposé comme elle l'est, c'est pas mon cas, mais quand tu es très exposé, il y a un moment donné, forcément, il se passe des choses que tu maîtrises pas du tout. Alors, on passe à la question suivante. Lara Fabian se faisait 15 fois par jour. Massé, Massée? oui, elle adore le bien-être. Non. Tu peux nous le refaire, là? Presque ça, la note. Insultée peut-être, parce qu'elle a J'aurais dit vécu la du même harcèlement, chose. ouais. Insulté. Insultée? Franchement, moi, je préfère pas répondre, c'est bizarre cette phrase. Oh, waouh. Toi, toujours, t'as un esprit coquin, hein? Regarde avec ses petits yeux de coquine, là, comme Pas ça. dit ça, mais Faire pas c'est bizarre répondre. cette phrase. Est-ce que Comme c'est par quoi, hasard, du on coup enlève le mot. Ah ouais, elle se faisait une bonne quiche à la truffe 15 fois par jour. Non? Lara Fabian Non. se faisait. Alors, ça parle justement de nourriture, mais... Ah oui, bah oui. Anto? À vomir. Exactement. Ah bon? Bah oui. Ouais. Ah. Ouais. Lara Fabian, on a la réponse en vidéo tout de suite. C'est quoi votre rapport à la nourriture? Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir que je continue d'observer quand même avec prudence, parce que moi, je me suis fait beaucoup de mal. J'ai eu un désordre alimentaire très complexe où je gardais pas la nourriture ou bien je me privais de manger de la nourriture. J'avais trouvé un truc très sympa, je coupais une pomme en 7 quartiers, j'écrivais le jour de la semaine avec un petit cure-dent dessus, lundi, mardi. Et donc je me suis fait beaucoup de mal comme ça. Je suis arrivée à 41 kilos, à peu près 41, 42 kilos. J'ai fait une crise cardiaque. Je pouvais arriver entre 15 et 18 vomissements par jour. Ouais, ça c'est. Et puis un jour, il a fallu que je comprenne qu'est-ce que je vomissais, quoi.
Je vomissais quoi? Mais je me vomissais. Donc c'était dans Un dimanche à la campagne sur France 2, lors de l'émission, Lara Fabian donc, a décrit son rapport difficile à la nourriture, comme vous avez pu le voir. Moi j'ai trouvé très courageuse, très digne, très... voilà, elle a fait des bouleversantes confidences sur ses troubles alimentaires. Qu'est-ce que t'en penses, Émilie, toi qui adore la nourriture. Qui adore la nourriture, mais enfin, on le sait, hein, dans ce milieu-là, on pense tout le temps au physique parce qu'on est très critiqué, on reçoit des violentes... de commentaires extrêmement violents qui peuvent blesser et qui peuvent amener à... D'après ce qu'elle est en train de dire, c'était plutôt un regard qu'elle avait sur elle-même qui était faussé, parce que je pense pas que c'est le rapport avec l'exposition, parce que je connais des jeunes filles, et d'ailleurs j'en ai fait expérience à mes 21 ans, j'ai rencontré des entre guillemets fans, et il y en avait une qui était très très malade, et je l'ai aidée au quotidien parce qu'en fait ses parents même ne savaient plus quoi faire. Et je connaissais pas du tout en fait. Franchement, j'en avais jamais connu des personnes anorexiques, dans mon entourage. Et c'est vrai que c'est dur parce que, en fait, elles se voient pas comme elles sont et elles se rendent complètement malades. Et c'est hyper triste parce que, en fait, moi, j'ai jamais connu ça. Mais je trouve que, déjà c'est une vraie maladie en plus parce que elle était hospitalisée cette jeune fille, mais elle était vraiment je pense qu'elle se faisait vomir pareil, au moins 15-20 fois par jour, et c'est quelque chose qui peut mettre des années, en fait. C'est ça qui est fou. Donc, je trouve ça... Je suis choquée parce que moi, je suis fan de Lara Fabian depuis que je suis jeune. Je savais pas qu'elle avait ce pas du tout. Et je trouve que c'est l'une des plus belles voix françaises, pour moi, voire mondiale. Pour moi, Lara Fabian, c'est... Alors, elle nous a fait d'autres révélations dans cette émission, je vous laisse regarder. Cette voix de la fille à laquelle la montagne répond ta gueule, parce qu'il y en a une qui est assez drôle, que la poupée a les yeux exorbités, donc je chante je t'aime, et t'as la montagne qui fait ta gueule. Donc, mais c'est super drôle. Manu, je te jure, tu peux rire. Non, mais c'est très très drôle. Ouais. Où que j'arrive, je suis la fille qui hurle. Je suis plus la fille qui chante. Et il y a rien, en fait. Il y a rien que je suis qui va bien. Et à ce moment-là, je vous jure que même sur le radeau, il n'y a plus de sapin, il n'y a plus de feu d'artifice. J'ai l'autre avec les yeux exorbités à la télé, j'ai l'autre qui se barre. Là, il se barre vraiment professionnellement. Il s'était déjà barré amoureusement, là, il se barre professionnellement. Enfin, on se quitte. Ça part en couille dans tous les sens. Je suis au sommet de mon désordre alimentaire. C'est vomitolente toutes les 2 minutes. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Ça suffit. Ça suffit. Je vais prendre un truc et puis ça va passer. Et je vais prendre un truc. Et c'est Rick qui va me trouver. C'est Rick qui va me trouver, qui va me ramener. Waouh. Ouais, c'est dur, hein, c'est plein d'émotions. On l'a rarement vu comme ça s'expliquer sur sa vie privée, se donner autant. Elle est hyper touchante. Franchement, on suspecte pas des fois quand on voit les gens à la télé avoir un tel succès et puis finalement la souffrance qu'ils peuvent avoir à l'intérieur, mais tu vois, ça reflète quand même un mal-être par rapport à ce qu'elle le dit, hein, je me vois à la télé, j'entends ça, c'est la violence aussi des commentaires et de la violence que les gens peuvent donner. Il faut avoir des épaules, C'est sûr que Lara Fabian, à la fin des années 90, c'était une référence par rapport aux grandes voix, et c'était très à la mode. Et puis les années ont passé, et effectivement, elle était très critiquée pour le fait d'être une chanteuse à voix. Elle a un peu disparu des radars, et puis elle est revenue progressivement par le biais de télécrochets, et aujourd'hui, elle est culte. Elle est culte parce que elle a des chansons qu'on connaît tous, et que plusieurs générations connaissent. Donc bravo à elle, un beau travail de résilience qu'elle a effectué. Elle a eu sa marionnette surtout au Guignol, c'est ça qui l'a beaucoup détruit, c'est qu'elle avait sa marionnette au Guignol, et ça vraiment, alors c'est prestigieux oui et non, c'est que le chemin pour s'aimer, je pense quand on est déjà pas connu c'est compliqué, mais alors en plus quand t'es exposé ça l'est encore plus. Il y a eu sa rivalité qu'on a inventée un peu avec Céline Dion, où on l'a toujours placée en dessous de Céline Dion, c'est pour ça qu'aux États-Unis elle a pas fait carrière alors qu'elle aurait mérité de l'être. En effet, je pense qu'elle fait référence à la marionnette, hein, quand il dit oui je t'aime, ta gueule, etc. Je pense que c'est en référence à ça avec les yeux exorbités, et en effet oui, c'est bien sûr qu'elle est culte et c'est l'une des plus belles voix, mais en même temps c'est marrant parce que maintenant que tu sais tout ça, c'est une artiste qui est très vulnérable au final, et toutes ses chansons, ses paroles, elle écrit, elle est très douce quand tu la rencontres, et je suis très content du chemin qu'elle a parcouru, et si aujourd'hui elle a pu s'en sortir, en tout cas elle est Lara Fabian et elle restera toujours Lara Fabian. Pour moi c'est une queen, hein. Lara Fabian c'est... Et elle est belle. Et elle est très belle, très belle, et elle est très gentille surtout. Oui, ça se voit, hein. Ouais. Elle porte la gentillesse sur son visage, complètement. hein. La sensibilité. Mais je pense moi que c'est plus comme tu as dit Émilie, c'est plus un travail sur soi-même
Genre, c'est vraiment un combat avec elle-même, plus que le fait d'être exposée. Moi-même, j'ai déjà fait 42 kilos et vraiment, genre, je pouvais pas du tout manger. Et le fait d'être exposée aujourd'hui, bah, finalement, ça m'a plus aidée. Donc je pense qu'au final, ça dépend de chaque personne. Mais je pense que c'est plus un travail sur elle-même qu'elle doit faire, qu'elle a fait du coup, que le fait d'avoir été exposée. Je pense pas que c'est ça qui va la nuire en fait. On va sur un sujet un petit peu plus léger. Je vais vous proposer une nouvelle phrase. Il se fait plus de 20 000 euros par an en vendant sur nudes. OnlyFans. Ah, Nude. Des... Nude. C'est pas ça. des caleçons. C'est pas ça. Sextape. Non plus. Des dissertations. Non, je 20 plaisante, bien 000 évidemment, euros. mais- Alors 20 000, il faut faire quoi pour Je dirais gagner que c'est un 20 000 euros Alors, c'est pas des sous-vêtements. Qu'est-ce qu'il faut vendre? Si, moi je dirais des chaussettes. Ah ouais, sous-vêtements. Non. Ah bon? Non? Bah alors quoi Il, c'est un mec en plus. Ouais. Bah si c'est un mec. Alors je vous donne un détail, il s'appelle Nat Wild. Il est créateur de contenu australien. Ah bah, Et il a trouvé un moyen insolite, mais très lucratif, de gagner de l'argent Des sur recettes de OnlyFans. cuisine. Et après, on parle des Français. On est toujours là en train d'insulter les influenceurs. Mais regardez, il y a pire ailleurs, les C'est amis. pieds, c'est pieds. Bah non, les pieds, c'est... Oui, c'est classique, oui, pardon. Ça peut être un truc aucun rapport avec tout ça. Non, c'est pas des recettes de cuisine. Alors, vous savez quoi? 20 000 par an. Comme vous trouvez pas, je vais vous montrer la vidéo. Ça va Avec être plus sympa. Ok. Attends. Et voilà, il gagne 20 000 euros par mois en vendant ses PT, ses proutes, TCP. Moi, j'ai voilà. loupé un truc dans ma vie quand même. Je suis C'est passé à un côté. ancien hein. charpentier. Il a d'abord publié du contenu suggestif. Au départ, c'était dans le sens, tu vois, du schéma OnlyFans. Avant qu'un abonné lui demande une vidéo de lui en train de péter. À sa grande surprise, cette demande s'est multipliée. Oui, les gens, ils ont des fantasmes un peu chelous, l'incitant à exploiter cette niche inattendue. Et pour améliorer ses performances, il adapte même son alimentation afin de produire davantage de gaz. Ce business lui rapporte environ Oh my God. 2 000 euros par mois, soit plus de 24 000 euros par an. C'est par an. Avez-vous déjà monétisé des contenus sur ce genre de plateforme? Non, mais non, en ce qui me concerne, pas du tout. Moi, j'ai jamais rien monétisé du tout. Après, je pense surtout à ceux qui se font de l'argent en me disant, écoute, si à un moment donné il y a de l'argent à se faire, je pense qu'ils ont pas du tout tort et allez-y. Maintenant, je pense à ceux directement qui s'abonnent. Alors, je comprends qu'on puisse, voilà, les images de charme, etc. De toute façon, à l'époque, c'était abonné à des sites ou à des chaînes, voilà. Donc, ok, pas de souci. Par contre, DP, les gars, C'est pas très. Pardon, je pense qu'il y a un mais, petit problème c'est obsessionnel affligeant, quand quand même. même. Hein. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes obsessionnels et Ah qu'en non, fait, complètement. Il y en a beaucoup. Complètement. ils assouvissent leurs C'est demandes. plaisir de voir ça. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est genre, ils se mettent comme ça devant leur Ils se disent c'est sale, plus ça les excite, genre. Tu crois que c'est ça? Ça les excite carrément ça là? Oui. Alors, vous savez ce Moi, qu'il je fait? pensais que ça les intriguait. Il vend ses vidéos personnalisées, là où il souhaite bon anniversaire aux gens, etc. Ah ouais, 15 euros la vidéo en train de péter. Eh ben. Tu veux nous faire un petit concours, Ah ouais, Maxime? non, mais merci. Hein. Qu'est-ce que toi tu monétiserais? Si tu devais aujourd'hui t'inscrire sur une plateforme comme OnlyFans ou Mime, qu'est-ce que tu serais OK de mettre en vente chez toi? Enfin, de mettre en vente, je sais pas si on peut dire ça. Chez moi, Émilie. chez moi. Oui. Bah, on vend tout, hein, on vend son image. Alors pendant très longtemps, on m'a proposé et ils ont été très insistants le fait de faire des vidéos personnalisées pour souhaiter un anniversaire ou un petit mot vraiment personnalisé et j'étais rétribué en contrepartie 100 euros, 200 euros. Et bon anniversaire. Bon anniversaire, mais j'ai toujours refusé parce que je le fais naturellement aux gens que je croise peut-être dans la rue. Je réponds pas à tout le monde non plus, mais j'ai toujours refusé ça. Après, il y en a certains qui le font et qui versent une partie pour les associations, ce qui est plutôt une bonne logique. Ouais. Émilie? Bah écoute, Imaginons. business, hein, j'ai envie de te dire, moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont d'accord avec ce qu'ils font. En fait, à partir du moment où tu es d'accord et tu es OK avec ce que tu fais, il n'y a pas de jugement. Pour lui, c'est pas OK, il préfère le faire naturellement et gratuitement. Pour quelqu'un d'autre, c'est ah non, mais je t'explique, moi c'est de l'exclu, c'est payant. Chacun fait comme il veut, franchement, moi j'ai aucun jugement sur ça et tu peux vendre ce que tu veux, c'est quoi le problème en vrai? Ça fait du mal à personne et on est en train de pas de vendre des choses illégales. Moi, ça me fait plus rire quand je sors de l'aéroport et que je vois des grandes vitrines géantes de cigarettes et d'alcool avec des grosses promotions. Et je me dis, bah oui, ça c'est légal, c'est très bien. Allez-y. Ouais. La mort est là. Elle est devant vous. La plus rapide, elle est là. Donc, Et t'as pas l'impression qu'en France, on s'offusque un peu très vite et beaucoup des choses, c'est vrai, hein, parce que les influenceurs, enfin je suis bien passée pour le savoir et vous le savez, sont hyper, on se fait tacler quoi qu'on fasse, quoi. Tu fais ça, t'es taclé, tu fais ça, t'es taclé, tu fais TikTok, t'es taclé, tu fais ça, t'es Ouais, mais taclé. bon, si on est influenceur, c'est qu'on s'en fout un peu. Hein? On s'en fout un peu de la vie des gens.
Oui, mais il y a un moment donné où, Tu fais ce que t'as envie. comme elle dit, il y a des gens qui font des horreurs et qui gagnent de l'argent en faisant des trucs complètement, qui sont gravissimes et limite, ils en parlent moins. C'est légalisé entre guillemets, tu vois. Tu vas au magasin, t'achètes un paquet de clopes au tabac. Ils te mettent juste une image d'un mec qui est à moitié mort, mais tout va bien. Genre, c'est pas grave, tu peux y aller. Mais de toute façon, c'est bon. mais il y a débat à tout de toute façon en France. C'est très juste ce que tu racontes. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Par exemple, aux États-Unis, tu peux être chanteur, tu peux être acteur, tu peux ouvrir un OnlyFans, tu peux faire ce que tu as envie. En France, peu importe ce que tu fais, Même, on te en critiquera Italie. toujours. Oui, Même c'est si un tu fais pas des problème. trucs comme ça, même si t'es juste, tu regardes une émission, quand tu vois les tweets sur n'importe quelle émission qui existe, tu te dis mais c'est affligeant. C'est les gens en France je pense qu'il y a beaucoup de gens malheureux sur les réseaux. On va quand même pas se mentir. Quand tu prends, de toute façon, à partir du moment où tu prends du temps pour tweeter un truc immonde sur quelqu'un, c'est que vraiment dans ta vie, C'est que t'as un mal-être. t'as du temps à perdre Ouais, ils rejettent et qu'il y a un leur truc qui haine. va pas fort. Sinon, tu ne le fais pas. C'est pas que les gens sur les réseaux, c'est pas que les gens entre guillemets populaires, c'est aussi les gens qui travaillent dans des grosses entreprises, Absolument, c'est aussi oui. des personnes qui dirigent la télévision et les médias, parce que tu as des discriminations partout. Par exemple, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais la télé, je peux te dire que des histoires où j'ai entendu « Ouais, mais elle est maman, on va pas la mettre dans cette émission parce que franchement... Donc, j'ai entendu et j'ai vu les gens de télé-réalité sur Danse avec les stars. Non mais no way quoi. Je suis désolée, mais les gars qui produisent, qui ont mis l'oseille pour faire cette émission, ils ont produit Secret et ils ont pris de l'argent. Et eux, ils sont derrière, ils mènent tout, mais au final, ils nous critiquent à nous, c'est la discrimination parce que les valeurs humaines, au final, elles sont les mêmes. Ben, il y a des classes en France, c'est-à-dire que quand tu es dans la télé, et aussi même au cinéma, problème, c'est ce ceux qui sont en télé sont regardés de haut par ceux qui sont au cinéma, ceux qui font les séries, enfin il y a des classes, il y a des codes. C'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est ce que tu dis, par contre, c'est vrai. Milan, je vais te dire, j'ai vécu longtemps en Italie, j'arrive à Milan, il y a un poster comme ça d'un mec, magnifique, avec Gillo, en mode pour un parfum, je sais plus lequel, Paco Rabanne, je ne sais quoi. Et là, tu vois le gars, je me dis putain, mais je le connais lui. En fait, c'est un mec de télé-réalité. Donc le gars, à la base, il est médecin, ok. Il s'est dit tiens, je vais faire Grande Fratello. Il est parti faire l'émission. Il est super beau, donc forcément ça passait bien. Ils l'ont mis avec Gillo à la gare de Milano Centrale. T'arrives, il est là, le gars il est là. Et je me suis dit mais tu vois, genre chez nous c'est impossible. On passe tout de suite à l'œil de Guény. Toutes les semaines, Maxime et son œil de lynx. Quel lynx! Vient nous parler d'un sujet. On fait vraiment débile là tous les deux. C'est pas, on s'aime. Nous parler d'un sujet qui a fait parler cette semaine. Et aujourd'hui, Maxime, tu vas nous parler de Elsa Bois, de Danse avec les stars, qui a été cyberharcelée, qui l'est encore d'ailleurs. Encore, Elsa Bois aurait dû briller sur la piste de Danse avec les stars, mais depuis sa rupture avec Michou, c'est sur les réseaux qu'elle prend des coups, et pas ceux du Quick Step. De fait, son duo derrière vous avec Florent Manodou a été éclipsé par la haine. Normalement, on aurait dû parler de danse, de performance, de charisme, mais non. Internet, on a décidé autrement. Sous la vidéo de sa prestation, c'était vraiment un festival. C'est ta faute si vous avez rompu, Michou mérite mieux. TF1 a même dû désactiver les commentaires pour la protéger et c'est quand même devenu une sale habitude. Dès qu'une personnalité sort d'une relation publique, elle se trouve jugée, critiquée, harcelée comme si c'était une émission de télé-réalité interactive. Elsa, c'est une danseuse, pas un défouloir. À quel moment ça devient normal de transformer une rupture en tribunal public? Bref, stop au cyberharcèlement. Elsa, elle est là pour danser, pas pour être jugée sur sa vie privée. Mais malheureusement, elle est loin d'être la seule à en faire les frais. Ebony, qui a conquis la Star Academy lors de la finale, ne s'attendait pas à ça. Depuis la fin de l'émission, Ebony est victime d'un cyberharcèlement, d'une violence inouïe. Et pas pour sa voix, pas pour ses performances, mais pour sa couleur de peau. Et là, on touche à un vrai problème. TF1, SOS Racisme, la Maison des Potes, ils ont tous porté plainte contre ces attaques racistes et sexistes qui pullulent sur les réseaux. Mais Ebony, comment elle le vit? Elle a été invitée dans les dîners de Kelly et elle pose les choses quand même avec lucidité. Je ne suis pas critiquée pour ma manière de chanter, mais pour qui je suis. Et là, elle aurait pu s'arrêter. Mais non, parce qu'en face de la haine, il y a autre chose. Un impact, une inspiration. On lui dit... Ebony, tu as redonné confiance à plein de petites filles. Maintenant, elles veulent porter leur coiffure afro. Et même si elle arrive à passer au-dessus, et heureusement, de ses commentaires, elle explique qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça. Donc son message est clair. Elle avance, elle chante, elle vit sa best life, comme elle le dit. Mais stopper cette haine, c'est pas juste son combat, c'est le nôtre aussi. Merci Maxime. Est-ce que la chaîne de TF1, pour toi, doit porter plainte contre le cyberharceleur pour tenter de stopper le problème? Bien sûr, et ça passe par la société de production, ça passe par la chaîne Ils l'ont fait qu'il a déjà fait. Ils l'ont fait, mais
Comme d'habitude, lorsqu'on lance cette cabale numérique pour attaquer les harceleurs, difficile de les identifier. On en revient toujours à la même chose, à savoir l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi une sorte de démocratisation du cyberharcèlement sur les personnalités de télé, que ce soit dans Koh-Lanta, émission hyper familiale quand même, dans Star Academy, on l'a vu cette année, ou encore dans Danse avec les stars. À croire que c'est devenu un petit peu un combat de tous les jours, mais qui quand même a du mal à avancer. Est-ce que vous avez déjà été cyberharcelée sur les réseaux, toi, Émilie ? Je pense que ça m'est arrivé une fois. C'était une fille qui avait lancé une vidéo, quelque chose contre moi, et c'était horrible. Et je pense que pendant 24 heures, j'ai désactivé mon Instagram. Et j'avais à l'époque une fille qui travaillait avec moi. Et je lui ai demandé de se connecter et de gérer elle. Et je voulais plus voir Instagram. En fait, je ne voulais plus avoir l'application sur mon téléphone parce que malheureusement, tu ouvres, tu es habitué à regarder et en fait, ça te rend malade. Et ça m'est arrivé 24 heures. Après, c'était fini. Mais c'était horrible, horrible, horrible. Et je pense que si ça m'arrive un truc comme à toi ou à d'autres personnes, je te jure que je pars vivre sur une île et j'en ai rien à foutre des réseaux sociaux. Je te jure que je les balance à la mer et je vis ma best life et j'ai besoin de rien. Et je mange des noix de coco s'il le faut. Mais je te jure que moi, psychologiquement, je sais pas faire. Déjà, je suis trop nerveuse, je suis trop impulsive et je suis trop sensible en fait. Oula. Ben, la boucle d'oreille aussi. Ah là 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 là, il se passe un truc. Et toi, Carla ? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais en fait, je suis la seule coupable de ça parce qu'en fait, j'ai voulu parler des choses de ma vie privée en pensant que les gens allaient comprendre, sauf que les gens ne comprennent pas et les gens ne comprendront jamais et auront toujours un truc à critiquer malgré que c'est une histoire qui a été dure pour toi et que tu veux en faire part pour justement te soulager. Les gens ne comprendront jamais. Quoi qu'il arrive, ils trouveront une faille dans ton histoire et donc en fait pour te critiquer. Exactement. Donc, j'ai compris qu'en fait ta vie privée tu dois la garder privée. Mais oui. Et ça sert à rien d'exposer ta vie en pensant que les gens vont te comprendre parce qu'ils ne comprendront jamais. Non. Ta vie privée tu la passes avec tes proches, tes amis, les gens qui sont là pour toi. Mais ta en fait, famille. Oui. Les réseaux c'est pour exposer ce que tu veux bien que tout le monde sache, mais ta vie privée ne doit pas être exposée. Donc en fait je suis la seule coupable de l'harcèlement que j'ai pu avoir. Oui, mais ça, tu sais ceux qui le font, par exemple, toi tu l'as fait, tu dis que tu l'as fait pour avoir, entre guillemets, un soutien. Bon, je sais pas lequel, mais tu l'as fait pour ça. Mais d'autres le font pour les vues, en fait. Ils foutent ça sur TikTok parce que ça leur apporte de l'oseille. Donc, en fait, on est dans un autre combat. À partir du moment où tu as besoin de soutien, bah, tu te retournes vers les proches, les gens qui t'aiment réellement, tu vois. Après, je pense que c'est assez personnel parce qu'il y a des gens qui aiment parler de leur vie sur leurs réseaux sociaux. Il y a des gens qui le font pour l'argent, il y a des gens qui le font parce qu'ils aiment ça. Et après, c'est très personnel, je pense. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Enfin, moi, je pense vraiment que le plus important, c'est de savoir qui on est, en effet, mais soi-même. Et en fait, il faut avoir une safe place. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des amis qui seront là quand même il n'y a plus d'exposition ou qui sont là quand tu es vraiment à genoux, c'est le plus important. Ta famille, bien évidemment. Et en fait, il faut réussir à s'en foutre. Je sais que c'est un processus qui est compliqué, hein, bien évidemment, mais il faut apprendre à s'en foutre et avoir beaucoup de recul là-dessus parce que les gens sont pas forcément bienveillants. Tu sais de quoi je parle et on sait tous de quoi on parle. Donc vraiment, le cyberharcèlement, il faut... Je pense avec le temps et l'âge, bon toi t'es très jeune pour le coup, mais quand t'es un peu plus vieux entre guillemets, il faut savoir éteindre son téléphone et profiter des moments avec justement sa safe place. C'est ça qui, à mon sens, sauve un peu peut-être. Pour avoir vécu un dossier de cyberharcèlement très compliqué, vous le savez, il faut pas relativiser les choses parce que ça ne s'arrête pas qu'à ça malheureusement. Non, toi, c'était un Pourquoi degré les différent. gens, ça pousse au suicide et ça va très très loin, c'est parce que tu as le cyberharcèlement, déjà il y a des gens qui sont pas capables d'encaisser autant d'insultes et surtout c'est que des fois ça dépasse le web et que ça te poursuit en dehors du web, c'est-à-dire que même quand tu coupes tes réseaux sociaux, eh bien les gens trouvent ton numéro de téléphone, t'appellent, publient ton adresse, publient des choses qui sont tu vois, voilà. C'est plus du cyber, hein. Ça c'est du harcèlement. Non, mais c'est du cyberharcèlement, c'est-à-dire que ça vient des réseaux sociaux, ça commence sur les réseaux sociaux et ça empiète sur ta vie normale. Enfin moi, par exemple, on m'a inventé par exemple une fausse sextape. Quand tu sors après dans la rue, tu sors plus de la même manière et pourtant c'est sur les réseaux. Mais tu sais que tout le monde l'a vu, tu sais que les gens pensent des choses, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, ils te regardent de travers, etc. Donc en fait tu ne sors plus, comme ça moi tu évites le regard des gens et là ça empiète sur ta vie privée. Et ça a des impacts. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste dire couper. Et moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, parce que je fais beaucoup de conférences dans les écoles ou dans les classes, où je dis aux élèves, la solution n'est pas de leur dire détachez-vous des réseaux et coupez les réseaux. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va combattre. Il faut aller taper à la source et condamner les réseaux sociaux eux-mêmes qui laissent faire des choses dramatiques sur les plateformes parce que vous ne changerez pas l'humanité. Il y aura des fous, il y a des gens malveillants et il y en aura toujours. Donc
pourquoi les plateformes ne régulent pas. Parce qu'on ne sauvera pas les jeunes et on ne sauvera pas les gens en leur disant coupe-toi des réseaux sociaux. Mais parce on en est où là-dessus victime, justement sur la réglementation de ces plateformes? on en est à rien. Ah voilà, c'est ça. Et on en est à rien. Et une victime, on ne peut pas lui dire, et moi c'est ce qui m'énervait quand les gens me disaient mais coupe. Mais en fait, c'est ça ta solution. Mais toi, ça a C'est- dépassé le stade en Alors ça a effet, dépassé. Et des puis, réseaux. quand bien même, je continue à dire qu'une victime n'a pas à quitter les réseaux sociaux. Une victime doit vivre une vie normale. C'est au harceleur de quitter les réseaux sociaux. C'est pas à la victime de dire bon ben je coupe mes réseaux sociaux parce que sinon je vivrai pas tranquille. Non, les réseaux sociaux c'est une place publique où on est censé vivre avec des règles comme dans la vie normale. Quand vous êtes dans la rue, vous n'avez pas le droit de vous faire taper. Et ben il y a pas de raison que vous fassiez taper sur les réseaux sociaux aussi librement comme ça en toute liberté. Donc attention. Et je sais que les gens ont tendance à dire coupez vos réseaux sociaux, ça ira mieux. C'est pas le conseil moi je trouve que c'est pas le conseil qu'il faut leur donner, c'est de continuer à se battre contre les plateformes pour qu'elles régulent et qu'il y ait des règles et que les gens puissent vivre en paix. Alors on continue, on change de sujet, on lance tout de suite le podium du web. Alors, le podium du web, qu'est-ce que c'est? C'est les 3 actus qui ont fait le plus parler sur les réseaux sociaux cette semaine. Et on va commencer par le drame qui a touché Lio et son fils. Maxime, si tu peux nous en dire plus. Bien sûr, Diego, qui est le fils de la chanteuse Lio, a été retrouvé mort près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dimanche dernier. Un bidon d'essence a été découvert à proximité du corps, laissant penser à un suicide. Après des analyses ADN, le parquet de Bobigny a confirmé son identité. Il a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de sa mort. Diego, il était âgé de 21 ans. Il avait disparu samedi aux alentours de 13h. Sa famille, inquiète, avait lancé des appels à témoins tout le week-end, signalant qu'il était en grande détresse psychologique. Et environ 1 heure après sa disparition, Diego avait été aperçu près d'une station-service à côté de Roissy. Et ce drame bouleverse la famille de la chanteuse Lio, qui avait tenté de retrouver son fils avant la confirmation de son décès. 3 jours après le drame, la chanteuse a réagi sur Instagram en partageant Nos absents du grand corps malade, un texte émouvant qui exprime sa profonde tristesse face à la perte, évoquant le vide laissé par les disparus et l'incompréhension face à la mort. Je pense que c'est quelque chose je pense qu'il n'y a même pas les mots sur cette situation. Je crois que j'ai lu le texte, elle a dit pardon de ne pas avoir... Elle a vachement culpabilisé, je crois. La famille avait multiplié les appels à témoins, décrivant un état de détresse psychiatrique absolu. Dans la fatalité, tout est arrivé très rapidement et perdre un enfant, c'est ce qui a quand même... C'est la pire des choses qui existent pour une mère, que tu sois artiste, pas artiste, célèbre ou pas célèbre. Perdre un enfant, c'est vraiment la pire des choses qui existent. Exactement, mais en plus, Lio, elle a quand même une histoire familiale qui est compliquée. Elle a 6 enfants, si je dis pas de bêtises. Elle a élevé, je crois, assez seule quand même. Elle a eu beaucoup de problèmes avec ses ex, etc. Et c'est bouleversant, bien sûr que c'est bouleversant pour n'importe qui de toute façon. Mais moi, j'ai perdu ma sœur, aussi ma grande sœur, qui est décédée d'un cancer en 2010. Ma mère, ta vie n'est plus la même en fait quand tu perds un enfant. Jamais, tu te remets jamais. Tu continues à vivre parce qu'il faut continuer à vivre. Mais pour une mère surtout, c'est atroce. Non, c'est le pire. Il était atteint de détresse mentale chez les jeunes. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez, la détresse mentale chez les jeunes? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est un sujet qui existe vraiment et moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça se démocratise un petit peu quand même. Il y a quand même là la parole depuis le Covid notamment. C'est vrai que la parole se libère un peu et on en parle un peu plus. Mais c'est comme tous les sujets, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on focus sur un sujet en particulier et puis on passe à autre chose. Alors qu'il faut creuser en fait justement. Et c'est en ça que l'État, à mon sens, doit en faire beaucoup plus d'ailleurs. Des actions ont été menées ces dernières années, mais elles restent insuffisantes. Donc il faut faire preuve de prévention, de sensibilisation et surtout d'accompagnement pour éviter que ce genre de drame se reproduise sur d'autres enfants, bien sûr. Émilie, toi, tu parles avec tes enfants? Parce que tu es la seule qui est maman autour de cette table de chroniqueurs. Moi, je suis hyper proche de mes enfants et depuis qu'ils sont petits, je leur ai toujours tout dit et ils me disent tout. Et je trouve que c'est hyper important de ne pas avoir de tabou entre nous parce que... Sinon, tu te crées des angoisses. Déjà qu'on est angoissé H24 pour nos enfants, mais alors encore pire s'ils te cachent des choses. Et malheureusement, moi, j'ai déjà vu dans la classe de ma fille, par exemple, d'autres enfants qui disent pas les choses. Et quand ils viennent chez moi, elles parlent. Et je me dis, mais pourquoi elle n'en parle pas à ses parents, en fait? Et non, moi, après, je suis pas trop intrusive non plus, mais je vérifie, je suis connectée les réseaux, je regarde tout, je vérifie. Je dis pas que j'ai regardé, mais je regarde et je fais attention pour les protéger. Ils ont quel âge ? 12 et 10.
Donc les fils d'Émilie, elle regarde vos réseaux sociaux. Ma fille, bah, elle le sait. Mais elle a raison. Non, je Hein sais tout. Et même, elle me dit tout et elle sait qu'elle doit tout me dire. Il y a J'ai pas dit de. les fils. Bah, Pourquoi je j'ai croyais que un t'avais garçon deux- et une fille. Mais je sais pas Les pourquoi, deux. je pensais que t'avais 2 fils, moi. Non, j'ai aussi une fille qui est plus grande que moi d'ailleurs. On dirait ta sœur, Arrête. oui, c'est vrai. Hein. Ouais, Elle est plus grande que toi? Ouais, elle est plus grande. Ah que moi. ouais? Ouais. On dirait qu'elle a l'âge de ta fille. Ah bon? Truc de fou. Ah non, mais c'est sûr. Incroyable. Le podium du web, deuxième sujet, c'est Mimi Mati et son grand retour aux Enfoirés cette année. Bah oui, grand retour, spectacle 2025. Elle était absente l'année dernière pour des raisons de santé et malgré une faiblesse aux jambes, elle va participer cette année en se déplaçant en voiturette et elle se réjouit de retrouver bien sûr toute la troupe. Le concert s'intitule Au pays des Enfoirés. Ça a été enregistré à Montpellier avec plus de 50 artistes, dont des nouveaux comme Pierre Garnier, ça on aime beaucoup. On y retrouve aussi des figures emblématiques comme Patrick Bruel, Laurie et Michel Larocque. Donc pour la bonne cause, toujours les Enfoirés, on les soutient à fond. Un beau programme, hein, 9,4 millions de téléspectateurs l'année dernière. On attend une audience tout aussi forte. On rappelle que c'est 17 repas qui sont offerts au Resto du Cœur à chaque fois que vous achetez un CD ou un DVD. Même si on n'a plus de lecteur DVD, achetons-le pour la forme. Alors chaque année, on parle maintenant des coulisses des Enfoirés, les problèmes, les clashs et trucs, on dirait une vraie télé-réalité. Est-ce que les clashs prennent pas le dessus sur la cause? Chaque année, vous avez des accusations infondées quand même. C'est ça. On dit que les Enfoirés, ils payent pas leur verre quand ils rentrent à l'hôtel. Si, ils payent leur verre. En fait, ils sont défrayés sur le fait d'avoir une chambre d'hôtel prise en charge par la production, mais ils sont pas rémunérés. Si ils veulent se payer un repas après, ben ils le payent de leur poche. Donc oui, il y a quand même beaucoup de fantasmes autour des Enfoirés. Pourquoi? Parce que c'est super populaire, parce que vous avez 40 artistes et les 40 artistes, effectivement, ne sont pas tous amis, mais ils se battent pour la même cause, la bonne cause, les Restos du Cœur depuis 86. Moi je suis un peu partagé quand même parce que c'est vrai qu'on parle souvent des embrouilles entre les artistes et les coulisses, etc. On fouille un peu dans les poubelles de ce qui se passe et en même temps, j'ai envie de vous dire, ça permet aussi finalement de focus sur le problème des Enfoirés, même si en effet les embrouilles et les disputes prennent le dessus, mais surtout je pense que les Enfoirés on n'en parle pas assez. Le problème et la cause que ça sert justement, les gens qui sont dans le besoin, etc. Et c'est ça justement qu'on devrait, à mon sens, évoquer, mais mettre en avant beaucoup plus, mais malheureusement... Il y a un après et un avant Coluche quand même. Ah complètement. J'allais dire, Malheureusement. depuis qu'il y a plus de- Malheureusement. c'est la même chose. Parce que Coluche, il faisait ses vidéos, enfin tu le voyais, exposer, mettre en avant cette cause constamment dans son quotidien. Et peut-être que les gens reprochent aux Enfoirés, c'est qu'ils en parlent au moment des Enfoirés du spectacle et après, dans toute l'année, tu les vois plus rien faire et tu les entends plus. C'est ça, en fait, je pense que les gens leur reprochent. Et c'est pour ça que l'émission aujourd'hui, elle est un peu décriée et qu'elle est hyper critiquée. C'est que Coluche, tu pouvais pas le critiquer parce qu'il passait son 365 jours de l'année à aider les autres. Il montrait que ça. Bah, c'est le fondateur des restos. Après, difficile de trouver un successeur. Il y a Véronique Colucci, la femme, qui continue à le faire. Et puis il y a eu aussi un avant-après Jean-Jacques Goldman quand il a été directeur artistique des Enfoirés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on les voit pas tellement que ça sur le terrain, les artistes. Bon, déjà qu'ils bloquent une soient là, c'est semaine déjà de bien. leur emploi du C'est vrai. temps. C'est C'est vrai. vachement bien, totalement bénévole. Je trouve que c'est une bonne cause quand même. Une bonne Et la chose action. positive, c'est que ça reste une des meilleures audiences de TF1 quand même, donc ça Ouais. suscite encore l'intérêt. Sujet suivant, Céline Dion, bientôt de retour. Alors là, Céline, une des vidéos qui a le plus buzzé sur les réseaux. C'est une apparition de Céline Dion lors d'un tournoi de golf en Floride. Regardez. Which song from your catalog best represents your golf game? Okay. Near, far, where? Come on, you do this. Wherever you are, I believe that my ball will. go on. You're not bad. I'm coming to Vegas I'm gonna come to Vegas for the residency. Céline chante et tout le monde s'arrête. On adore, c'est Céline. Ça reste Céline. Alors tout le monde parle de ça parce qu'il y a des rumeurs persistantes qui se font sur le grand retour de Céline Dion sur la scène à l'Eurovision. Alors il y a eu des questions posées au coproducteur de l'Eurovision 2025 qui envisage la participation de Céline Dion à l'événement. Il a confirmé travailler sur cette possibilité sans donner plus de détails. Pour rappel, la chanteuse québécoise avait remporté le concours en 1988 pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi. Tu la connais celle-là ? Ne partez pas sans moi. Tu connais pas ? Laissez-moi vous Suivre. C'est culte. Prochainement. C'était repris C'est par la Star Céline. Academy, l'hymne de la Starac il y a 2 ans. J'ai jamais vu la Star Academy de ma vie. Mais non. Pensez-vous que Céline Dion peut encore revenir au top comme avant le confinement ?
Mais bien évidemment, Céline Dion restera toute sa vie Céline Elle est toujours Dion. au top, Mais hein. dès qu'elle fait une apparition, c'est le buzz. Je me rappelle bien sûr de la cérémonie des JO, forcément, qui a fait un buzz incroyable et des millions de vues ensuite sur les réseaux. Et puis le défilé Elisab, c'est d'ailleurs la photo qui est derrière toi, où elle est venue par surprise. Et ça aussi, ça a été un énorme carton. Mais qui peut égaler Céline Dion aujourd'hui? Personne. Lady Gaga. Oui, et Non. encore. Et d'ailleurs, Britney Spears. d'ailleurs, la rumeur, c'est qu'elle se partagerait avec Adele, pas Lady Gaga pour le coup, mais peut-être la résidence à Las Vegas qui reprendrait bientôt au Elles se César sont croisées Palace. d'ailleurs à un concert, Absolument. un spectacle de Adèle où on voit Céline dans César les Palace, ouais. voilà, Ouais, c'est ça. Dans les gradins. assise en train de regarder le spectacle et là Adèle arrive et c'est câlin. Et Céline Dion, elle est larmes. dans la salle qui a été construite pour elle à l'époque. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est dingue. Elle a souvent dit être transparente avec ses fans et tout leur dire. Pensez-vous que ça va l'aider à garder son public? Est-ce que c'est bien de vraiment tout dire à sa communauté? Elle le fait depuis sa tendre jeunesse, hein, de son mariage avec René, en passant par le dernier documentaire sur Prime Video, où elle montre des moments tellement bouleversants de sa maladie, ses crispations, ses spasmes musculaires. Donc oui, sa popularité n'a jamais été aussi forte, et sa popularité est mondiale. Céline Dion est universelle. Ah bah ça c'est vrai. C'est vrai. Ça c'est vrai. Alors on fait vite un tour de table rapide. Céline Dion à l'Eurovision. Émilie, j'y crois ou j'y crois pas? J'y crois. Anto? Moi, j'y crois complètement. Tout ce qui est sorti sur Céline Dion est toujours réel, généralement. Donc, j'y crois fort. On passe au sujet suivant, qui est le tribunal du web. Et alors, je sais pas pourquoi ça me concerne. J'adore. Merci à ma production. Jingle. C'est marrant de lire le titre sur moi, en fait. Après des mois, je suis désolée, je lis. Après des mois de calomnies, fausses rumeurs, accusations, Magali Berda commence à voir enfin le bout du tunnel. Alors, ça dépend à quelle heure dans la journée. Bref, cette semaine, le tribunal du web va revenir sur les nombreux rebondissements dans mes affaires juridiques. Car oui, on a beaucoup parlé de ça quand j'étais au plus mal, mais maintenant que les choses s'arrangent, on lit beaucoup moins de choses dans la presse. Donc, j'ai décidé de répondre sans langue de bois aux questions des chroniqueurs. On a un petit récap. Regardez. Le rappeur Booba se désiste de poursuites en diffamation contre l'influenceuse Magali Berda. Je t'explique. Les propos poursuivis par Booba remontaient à mai 2022, dans une interview où Magali Berda dénonçait le harcèlement dont elle fait l'objet, selon elle, à cause du rappeur. Elle avait déclaré qu'il était intouchable. Il vit à Miami et a une puissance de frappe énorme, avec 5 millions d'abonnés sur Twitter. De son compte en découlent des centaines d'autres internautes qui se mettent à me harceler, le jour, la nuit, avec des menaces de mort. Étaient également visés des messages sur Instagram des 25 et 27 mai, dans lesquels Magali Berda accusait Booba de faire n'importe quoi, de la mettre en danger ainsi que sa famille et d'attiser la haine. Le désistement des poursuites sera formellement acté vendredi par le tribunal correctionnel de Paris. Donc effectivement, j'ai appris que Booba, parce que Booba m'a fait un procès quand j'ai répondu aux Parisiens en disant que c'était pas vrai et que je n'étais pas victime de cyberharcèlement et qu'il ne faisait rien. Donc il m'attaque en diffamation. Je suis censée donc être jugée vendredi, puisqu'il faut savoir que la diffamation en droit, c'est un droit très particulier où il vous suffit de consigner, donc de payer une consignation pour que l'affaire soit jugée. Donc c'est pas le parquet qui m'a poursuivi, c'est Booba qui a payé cette consignation. Et chaque personne que vous attaquez en diffamation a ce qu'on appelle une mise en examen, c'est obligatoire, c'est factuel, sans enquête du parquet, je le redis. Donc j'ai été mise en examen pendant 2 ans. Et souvent, on appelle ça des procédures bâillons. C'est fait pour contrer en fait. C'est-à-dire que vous avez eu l'exemple dans PPDA qui a été accusé d'agression sexuelle et hop, il a fait un procès en diffamation à ses victimes. Et donc on se retrouve, nous, jugés et devoir expliquer, justifier pourquoi on a dit ça, etc. Donc c'est pour bâillonner un petit peu la parole. Et puis Booba s'est désisté, coup de théâtre, cette semaine, 2 jours avant le procès. Oui, justement, moi, c'était ça ma question, c'était que voilà, on connaît les déboires et les problèmes avec Booba, et justement, moi, je voulais en savoir un petit peu plus. Ça veut dire quoi, se désister, etc. On en est où aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'on est à l'apaisement ou pas du tout?
en fait, il a tout simplement abandonné ses poursuites. Après, Booba, il faut savoir qu'il m'a fait beaucoup de poursuites. C'est-à-dire qu'il m'a attaqué sur beaucoup de choses, il a déposé des plaintes, il a constitué des dossiers, etc. Il y a eu des enquêtes de police qui ont été ouvertes contre moi, sur moi, qui ont été clôturées après pour non-fondement, mais pendant tout ce temps, tu te retrouves accusé. C'est un peu ce qui s'est passé dans mon dossier, c'est que Booba a décidé d'arriver un jour en disant, il m'a harcelé, très clairement, j'ai déposé plainte, il y a eu une enquête ouverte contre lui, et pour se défendre à ça, il m'a accusé de tous les problèmes de la Terre qu'on connaît. Et alors là, il a monté des dossiers. Il y a eu des enquêtes ouvertes. Donc quand il lance une enquête, t'as les gros titres. Une enquête ouverte contre Magali Berda. Le temps de l'enquête, ça prend souvent 1 an et demi, voire 2 ans, et pour avoir les résultats. Et puis à chaque fois, les résultats sont tombés en mode, j'ai été, il y avait rien, quoi. Donc, mais le tribunal du web, ça porte bien son nom. Les gens se font leur avis, ça lui trouve des justificatifs, il se trouve des excuses, les gens le voient comme un héros, etc., etc. Mais bon, moi, c'est toujours ce que j'ai dit à ma famille ou à mes amis, c'est que ça va durer un temps, parce que moi, je sais au fond de moi que j'avais rien fait, je savais que j'étais clean, donc j'étais pas inquiète pour ça. Mais c'est vrai que le tribunal du web, entre guillemets, est violent et puis c'est long. Et donc, tu vis avec ce fardeau jusqu'à la fin des enquêtes. Et puis même à la fin des enquêtes, les gens, t'en as encore dans la rue qui disent « Ah, mais c'est celle qui a fait les influx voleurs ». En fait, l'enquête a dit que non, c'est pas moi qui ai fait les influx voleurs, c'est pas moi qui est notre société à nous est sortie clean des enquêtes qui ont eu lieu. Donc non, c'est pas nous. Mais malheureusement, on t'a mis une étiquette et après, c'est difficile. Et en parlant de tes sociétés, Magali, on a lu que la société Shona Evans était en liquidation judiciaire. Autrement dit, tu ne pouvais pas plus payer les factures. Qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui ? Alors, c'est totalement faux. La société Shona Evans a été hyper impactée par le lynchage médiatique qu'a fait Booba et après qui a été repris dans la presse, etc. Donc forcément, la société n'arrivait même plus à travailler puisque je rappelle que chaque marque avec qui on travaillait se retrouvait affichée sur le compte Twitter de Booba, c'est-à-dire qu'il les prenait en cible, il mettait des textes en disant « Cette marque travaille avec Magali Berda, elle a la malédiction maintenant qui s'abat sur elle » et il mettait en avant tous les messages des fans de ses fans qui allaient insulter la marque. Il les postait pour donner envie, parce que tu sais, c'est un peu un cercle vicieux quand tu as ton idole qui te poste sur les réseaux, tu as envie d'y retourner, donc tu continues. Et les marques se sont retrouvées complètement assaillies de messages horribles de gens qui parlaient de dropshipping, alors que c'est un restaurant, une pâtissière qui fait des gâteaux qui se retrouve insultée de tous les noms parce qu'ils disent que c'est une marque de dropshipping, sauf qu'elle fait tout simplement des gâteaux. Et donc, ça nous a coupé notre chiffre d'affaires. Et effectivement, quand tu as un chiffre d'affaires qui est quasiment à zéro, alors que tu as les charges d'une entreprise qui gagne plusieurs dizaines de millions d'euros, tu vois, c'est brutal et à un moment donné, ça passe plus. Et donc, on s'est retrouvés à devoir faire un choix que mon mari a fait. C'est soit fermer la société et baisser les bras, soit faire ce qu'on appelle un redressement, c'est-à-dire que l'État, le tribunal de commerce gèle tes dettes pendant 1 an, te laisse la capacité de te relever. En fait, il regarde si en gelant tes dettes, si en t'apaisant un petit peu, tu arrives à refaire surface, à reprendre des forces. Et à la fin de cette année, ils font un bilan et ils regardent si la société est repassée positive. Alors nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que Booba donc, était mis en contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus nous attaquer comme ça, donc il n'attaque plus les marques, il m'attaque plus, parce que sinon, il peut aller en détention provisoire ou avoir des sanctions. Donc il s'est arrêté et on a pu reconstruire notre vie. Les marques sont revenues parce que du coup elles n'étaient plus attaquées. Les influenceurs commençaient aussi à revenir. Et puis on a recréé du chiffre d'affaires, recréé du bénéfice et suffisamment de bénéfices pour qu'aujourd'hui le tribunal, cette semaine, a dit ok, on vous fait confiance, vous avez validé votre période d'observation, la société fait suffisamment de bénéfices pour qu'elle puisse payer maintenant la dette qui a été gelée, et en même temps, ça sauve les emplois, et allez-y. Donc c'était une bataille qu'on avait pour le web quasiment perdu au départ, parce que tout le monde nous disait vous allez tenir 3 mois et après vous fermerez, vous êtes inexistant, vous êtes mort. Et puis finalement, voilà, tu vois, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. Moi j'aimerais savoir comment tu te sens aujourd'hui face à tout ça. Je vais bien, franchement, je vais bien, je vais pleurer. Ça a l'air Non, je vais très bien. Je vais super bien. Je vais très très bien. On te sent soulagé. Si tu dis que tu vas bien en pleurant, ça marche pas. Oui, c'est sûr. Non, je vais super bien. Pardon. Il faut sourire. Non, mais je vais bien parce que ça a été des moments difficiles et qu'aujourd'hui, on s'est sorti d'un drame on s'est sorti de... Je sais même pas comment on a tenu. On a morflé, voilà, mais
Mais je vais très bien et j'ai compris beaucoup de choses de la vie. Ça m'a fait du bien. En tout cas, Il y a t'es courageuse. Merci. Et tu as pu voir qui étaient tes vrais amis. Ouais, ça c'est sûr. Ça donne des leçons de vie. Bien sûr. Il faut le voir comme ça. Ça donne des leçons de vie et ça apprend des choses. Et puis, on voit les choses différemment, les priorités. Et puis de se dire que les réseaux, ça peut être l'éclatade, comme je l'ai vécu, comme un grand danger pour les gens. Et qu'aujourd'hui, il y a des combats qu'il faut mener. Dont ce que je disais tout à l'heure, les plateformes qui doivent être régulées et qui doivent se réguler. Et non pas dire aux gens, coupe tes réseaux, c'est pas grave, tout va bien se passer pour toi si tu t'arrêtes de vivre. Eh ben non, en fait, il faut lutter contre les bonnes personnes. Voilà. Je sais que quand tu es connu, à un certain moment de ta vie, tu as tout le monde qui est là. Et après, quand tu disparais, il n'y a plus personne. Et ça, c'est la pire. C'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue avec elle en 2017. Je sais pas si tu te rappelles. On était à Juan-les-Pins chez toi et on a mangé tous les deux devant la télé. Ton téléphone avait plus de batterie, donc on a eu un vrai moment ensemble. Et tu m'avais dit, non mais c'est vrai, parce qu'elle est très occupée pour le coup, et encore plus à l'époque. Et je t'avais dit, je sais pas si tu t'en souviens, je t'avais dit, Mag, je vois beaucoup de gens passer des week-ends chez toi parce que c'était la fête. Vraiment, c'est la fête. Hein. Il y avait tout le monde qui venait passer des week-ends, etc. Et je t'avais dit, tu sais, Mag, fais attention parce que le jour où tu seras par terre, il y aura personne pour te donner la main. Je me rappellerai très bien. C'était hier. Mais tu sais que Diams a vécu la même chose, elle a fait une chanson, et c'était le dernier, et elle le dit. Faudrait que tu l'écoutes. Je la connais. Et cette phrase, quand t'es seule, il n'y a plus personne pour toi, tu sais, quand t'es pour te tenir la main, etc. C'est la même histoire, en fait. Non, mais ça apprend. Ça apprend des leçons. C'est comme ça. Toute la vie, on apprend, c'est vrai. Exactement. Et puis tout passe à un moment donné. Exactement. Les amis, on passe à la séquence suivante, hors écran. Cyril Hanouna a-t-il révolutionné la télé avec TPMP diffusée sur Internet ? Cette semaine, dans Hors Écran, on va parler de Cyril Hanouna qui a cassé les codes et justement qui est aussi puissant dans l'écran que hors écran. Cyril Hanouna continue de rassembler un large public malgré l'arrêt de la diffusion de C8 après le non-renouvellement de sa fréquence TNT par l'Arcom. Dès lundi, son émission Touche pas à mon poste a repris sur Internet via Dailymotion, YouTube, Molotov, MyCanal et les box Internet. Les audiences restent solides avec 1,3 million de téléspectateurs lundi et plus d'1 million mardi, plaçant TPMP en tête des talk-shows selon l'animateur. Sur C8, l'émission attire en moyenne 2 millions de fidèles. Lundi, la partie principale du programme a atteint 1,6 million de spectateurs contre 1,3 million. Pensez-vous que Cyril Hanouna a trouvé un moyen de renouveler la télé en France ? Je pense que la question elle est vite répondue, hein, ça se voit par rapport aux chiffres, et c'est très bien parce que c'est surtout significatif de quelque chose qui est très important, parce qu'on oublie quelqu'un dans cette histoire quand même. On a pensé aux employés, C8, Énergie 2, tout ça, et vraiment on pense à eux, mais c'est surtout le public qu'on a oublié là-dedans. Ouais, c'est vrai. En fait, on se rend pas compte de l'impact que ces émissions-là ont sur eux. Les fanzouz. Mais bien évidemment, les fanzouz et tous ces gens à qui on a enlevé une chaîne qui était quand même, ces chaînes-là existaient depuis 20 ans quand même. Moi j'ai reçu des messages juste de William à midi où les gens nous disaient mais vous étiez mon rayon de soleil, votre émission je la suis depuis des années, et je pense à ces gens, à tous ces gens qui attendaient TPMP comme un vrai rendez-vous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas finalement. Oui, ça a révolutionné quelque chose. Oui, ça permettra peut-être à d'autres émissions peut-être d'émerger sur des chaînes qui sont pas forcément, en tout cas sur des cas, sur Internet ou autre. Et je trouve ça très bien. Donc oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cyril Hanouna, on peut dire une chose, ça a révolutionné les box Internet et la télévision. Maxime ? C'est vrai que c'est une audience qui défie tous les pronostics. En passant des ondes de C8 à une diffusion 100% numérique, on s'attendait pas à un tel succès. 1 600 000 téléspectateurs en moyenne sur les box, c'est énorme. Des pics à 280 000 en simultané sur YouTube, c'est énorme. Maintenant, il faut voir la viabilité du modèle économique, parce que le modèle économique sur Internet n'est pas le même que celui sur la télé traditionnelle, mais avec autant d'audience, effectivement, les marques sont là. Je crois qu'il y a nouvelles marques qui vont s'intégrer la semaine prochaine. Selon NPA Conseil, qui est un cabinet spécialisé, l'émission aurait généré environ 45 000 € de revenus publicitaires uniquement sur YouTube, en plus des sponsors et des placements de produits. Voilà, donc c'est une revanche aussi sur l'Arcom et un pied de nez à un système. Oui, un pied de nez à un système. Et Lionel Stan, qui est le directeur général de la société H2O Productions, a dit jeudi matin sur Europe 1 que vu le succès qu'il y a aujourd'hui sur le web, il laisse la petite porte ouverte à laisser le programme sur le web en diffusion. Bien sûr, je pense que ça va donner des idées au groupe M6, puisque Cyril Hanouna et son équipe partent sur W9 en quotidienne à partir de septembre. Est-ce que ça va changer le modèle de diffusion ? Est-ce que il va y avoir peut-être davantage de revenus publicitaires, parce que du fait d'être diffusé non seulement sur la TNT, plus sur le numérique, ça va avoir un effet qui se coule en quelque sorte. Donc mais je pense que cette révolution, elle vient du concept TPMP, mais aussi de son animateur. Je pense que je vois pas d'autres animateurs ou incarnants télévisuels aussi puissants
sur un programme online. Et le public de TPMP qui est très puissant aussi, Ouais, bien sûr, aussi. puisqu'il le suit. Bien sûr. Cyril est attendu en septembre sur le groupe M6 avec une émission quotidienne sur W9 et une quotidienne sur Fun Radio l'après-midi. On peut se dire, et on l'entend souvent, que l'Arcom voulait bâillonner Cyril Hanouna. Pensez-vous que ça va être l'inverse? Émilie? Franchement, Cyril, moi je crois que j'ai vu la première fois dans ma vie, c'était chez Morandini en 2010, et je sais qu'il est hyper intelligent et qu'il trouve toujours une solution. Donc je pense que peu importe ce qu'il fasse, ça va fonctionner. Et là, il a trouvé une solution. Et puis oui, moi je pense qu'il va faire plus attention peut-être, parce que forcément il y a eu cette histoire-là de l'Arcom, mais bâillonner, non, mais même pas en rêve. Je pense pas. Mais non, mais personne ne bâillonne personne. Enfin, l'Arcom n'a pas ce pouvoir-là. Et puis, je pense que c'est aussi. Là, ils ont quand même essayé. Hein. Oui, ils ont essayé, mais on a visiblement le résultat Oui. que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il y a un système à changer au niveau de l'Arcom aussi, parce qu'au final, à part avoir mis des gens dehors au chômage et des gens dans la précarité, c'est tout ce qu'on a réussi à faire finalement. Donc il n'y a pas de bâillonnage. Oui, parce que finalement, il est autant regardé sur le web. Oui. Donc les effets. Non seulement il est autant regardé sur le web, mais en plus, en voulant supprimer deux chaînes, on crée autre chose. On assiste à la naissance de autre chose sur Internet, sur les différents canaux à la télévision. Enfin, c'est les canaux. Et ce qui est très drôle, c'est de voir qu'il n'y a pas eu forcément d'impact, de répercussion de l'audience de TPMP sur les autres talks quotidiens, C'est à vous, ou même les JT qui fonctionnent très bien de TF1 ou de France 2. C'est-à-dire que le public de TPMP a été vraiment fidèle. Ils l'ont suivi. Évidemment, il y a toute une part de téléspectateurs, et je pense à ma grand-mère de 90 ans, qui le regardait. Elle dit, mais je peux le regarder où? Elle n'a pas Internet, elle a juste la TNT. Et alors comment elle a fait? Elle va regarder sur W9. Elle va Mais là, elle ne regarde plus du coup. Donc ça veut dire, oui, elle ne regarde plus. Ça veut dire qu'il y a une part quand même de téléspectateurs, je sais pas, peut-être 10%, qui ne peuvent pas regarder l'émission par la diffusion sur le web. Ça veut dire que le potentiel, il est encore là. Eh ben, merci à vous, merci pour votre présence, merci aux chroniqueurs, merci aux gens qui nous regardent. Et je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine avec des sujets très croustillants et une équipe de chroniqueurs aussi au top.